Ici, dans le sud-ouest, quand les palombes passent, nous ne sommes plus les mêmes. Leurs envolées matinales réveillent nos désirs de départ, d'escale lointaine. Pendant quelques jours, nous regardons le ciel d'une autre manière. Elles passent et leur mystère demeure. Bondissant par-dessus les caps, se glissant dans les cols, bravant les tempêtes. Elles déferlent par vagues bleues impeccablement rangées, ou par paquets désordonnés, et disparaissent, emportant au bout de leurs ailes un peu de nos rêves. Que sait-on au juste des facultés qui font qu'un oiseau est en mesure de retrouver le même arbre dans une forêt du nord de l'Europe pour y nicher, et quelques semaines plus tard, à 3500 km de distance, celui au sud de l'Europe pour y passer l'hiver? Que sait-on de la nature des trajets réalisés, de la durée des vols et des haltes, des modalités de la traversée des grands obstacles naturels? En réalité, très peu de choses. Depuis plusieurs années, des collaborations scientifiques internationales tentent de répondre à ces questions. Grâce aux technologies de suivi par satellite, les chercheurs qui étudient la vie du pigeon ramier, plus communément appelé palombe dans le sud-ouest, viennent contredire des siècles d'habitudes, de traditions et d'idées reçues. Derrière le 6 là. Là ça tourne. Et j'en ai vu, ouais. Mardi 8 février. Nous sommes au sud de la péninsule ibérique, au sud-est de Lisbonne. Nous avons rendez-vous avec les techniciens français responsables du programme européen de suivi du pigeon ramier. Ils sont venus capturer des oiseaux. Ballon, ça arrive là-bas. Regarde sur la droite. Ça arrive. Ça tourne là. Ah ça y est, ça arrive. Tu la trouves? Ouais, je l'ai, ouais. Elle est dans le 9 là. Tu la vois dans le 9 là? Voilà, elle est sur la première branche. Ok. C'est bon, tu l'as? Ouais, tu l'as. Ah, descends. Pas pour toi. Ouais, attends. Où elle est l'autre? L'autre, je la vois pas, moi, l'autre. Non, mais là... Les perdrons. Ouais, tire. Ouais, allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le pigeon ramier est une espèce qui a été étudiée donc, auparavant par différents organismes, différents partenaires, notamment les fédérations de chasseurs. Certaines travaillaient plus sur la migration, d'autres sur l'hivernage, d'autres sur le bagage. Les Espagnols également travaillaient sur le pigeon ramier, mais plus sur des notions de migration. Et puis, à la suite du colloque organisé sur les colombidés en 1999 à San Sébastien, il a été décidé donc, de créer une structure unique pour travailler sur le pigeon ramier. La structure s'appelle le GIF, c'est le groupe d'investigation sur la faune sauvage qui a pour but d'améliorer la connaissance sur l'espèce pigeon ramier, donc, que l'on appelle plus couramment dans notre région la palombe. 238, si tu peux le noter, Valérie. L'idée était de regrouper toutes ces données pour avoir une dynamique de cette population à grande échelle, sur l'échelle internationale, on va dire. On avait besoin de savoir la migration, comment elle se faisait, l'hivernage en Espagne et en France, est-ce qu'il était concordant, pour comprendre le fonctionnement aussi de l'espèce durant cette phase de migration. Allez, miam.
Lâché par le propriétaire du lieu de la capture, Grosso. Cet oiseau qui porte désormais le nom de celui-ci sera notre informateur au sein de la migration. Après avoir équipé les oiseaux et après les avoir relâchés dans la nature, nous pouvons maintenant, grâce donc à leur système de balises qu'ils ont sur le dos, les repérer avec une position GPS. Donc cette balise est une balise de 18 grammes avec 2 capteurs solaires donc au-dessus, qui eux ensuite permettent à cette balise de fonctionner pendant 10 heures en continu et pendant 24 heures elle se recharge. Pendant les 10 heures en continu, en fait, elle émet des signaux qui sont captés par les satellites, qui retransmettent à la CLS, donc à Toulouse, c'est le centre de localisation par satellite, qui eux ensuite nous retransfèrent l'information via le site Argos System. Donc il y a une interface cartographique et donc on arrive à repérer très précisément la localisation de l'oiseau à l'instant T. Peu de temps après avoir été équipé, Grosso a quitté sa zone d'hivernage au sud du Portugal pour rejoindre 3 mois après son site de reproduction au sud de la Pologne, près de la frontière avec la République tchèque. Commence alors la saison des amours, où chacun se lance sans tarder dans les parades amoureuses précédant l'accouplement. Le pigeon ramier est une espèce qui niche dans les arbres, en zone forestière. Son cycle de reproduction, qui s'étale du mois d'avril au mois de septembre, est l'un des plus longs parmi ceux des oiseaux. Au cours de cette période, les couples peuvent mener 2 à 3 nichés. En fait, la physiologie de l'espèce s'est adaptée au succès de la reproduction. Tout au long du printemps et de l'été, les oiseaux peuvent se reproduire dès lors qu'ils ont de quoi se nourrir. Et en cas de perte de la première couvée ou de la première nichée, ils pourront faire une nouvelle ponte. Le couple est formé et reste fidèle tout au long de la saison de reproduction. La femelle pond 2 œufs avec une constance remarquable. Elle les couve de 17 à 18 jours et ne s'absente que pour aller se nourrir. Le mâle prend alors le relais et la remplace sur le nid. Dans les premiers jours, les pigeonneaux sont nourris exclusivement avec le fameux lait de pigeon qui est sécrété par le jabot de leurs parents. Pour obtenir cette substance hautement nutritive, ils stimulent l'adulte en lui enfonçant le bec dans la gorge. À l'âge de 2 semaines, les jeunes pigeons ramiers s'entraînent à voler et s'aventurent autour du nid sur les branches environnantes. Ils prennent leur envol à l'âge de 5 semaines, mais n'acquièrent leur autonomie qu'un peu plus tard. Obéissant à leur instinct grégaire, ils vont dès l'été se regrouper en bandes, parfois importantes, formées d'adultes et de jeunes de l'année. Désormais, les oiseaux, mus par un même élan, vont se livrer avec un ensemble parfait à leurs activités journalières essentielles. Réveil, envol, recherche de nourriture et d'eau, repos. Ils acquièrent ainsi le lien social nécessaire à la cohésion du groupe. Jeudi 7 octobre. Pour la première fois depuis son arrivée en Pologne, la balise de Grosso indique un grand déplacement vers le sud-ouest de l'Allemagne et signale son départ en migration. Plus au nord de l'Europe, en Scandinavie, tous les pigeons ramiers se préparent eux aussi au grand voyage. Nous sommes au début du mois d'octobre et déjà les premières gelées sont là. Le givre marque chaque matin les grandes landes qui bordent les forêts de Suède où de grandes masses bleues se sont regroupées, voletant d'arbre en arbre. L'agitation semble à son comble, les oiseaux impatients, le départ évident. Pour tous les oiseaux, le départ en migration est déclenché par une sorte d'horloge interne liée au ratio jour-nuit. Cependant, les conditions atmosphériques retardent ou accélèrent le processus.
De plus, chaque espèce possède son calendrier migratoire propre. Tous les oiseaux originaires de Scandinavie descendent dans un premier temps vers le sud. Le front migratoire se resserre alors à l'approche de la ville de Falsterbo, située à l'extrémité sud-ouest de la Suède, et passage obligé avant la traversée pour le Danemark. C'est ici le lieu de prédilection des ornithologues du monde entier, venus assister au grand départ. Il y a énormément de pigeons ramiers qui se retrouvent à Falsterbo, mais leur quantité peut dépendre de la météo. Habituellement, quand il y a une grande migration de pigeons, c'est après une période de mauvais temps. Il fait plus froid, les vents du nord se lèvent. C'est alors que l'on observe de gros passages migratoires avec parfois 100 000 pigeons dans la journée. Il y a une grande concentration de migrateurs à Falsterbo, car la plupart des oiseaux suivent la côte et hésitent à traverser la mer. C'est pour cela qu'ils arrivent ici, où la côte avec le Danemark n'est qu'à 25 km. C'est un spectacle très impressionnant lorsque l'on voit dans un ciel dégagé des groupes de milliers de pigeons. C'est l'une des plus spectaculaires espèces que l'on voit migrer par ici. Nous en observons entre 300 000 et 1 million par saison. La grande vague bleue venue du nord de l'Europe déferle sur le Danemark et l'Allemagne du Nord en direction du sud-ouest, renforcée par les contingents d'oiseaux russes et baltes. Une autre vague plus méridionale entraîne les oiseaux d'Europe centrale vers l'est de la France par le plateau suisse. Pour ce qui est des voies de migration, il y a deux grandes voies qui sont connues. La première, qui va concerner plutôt les oiseaux transpyrénéens, les fameuses palombes, c'est une voie de migration qui va arriver en France par l'est, par le Jura, contourner ensuite le Massif central, puis se diriger vers le sud-ouest pour franchir les Pyrénées et aller hiverner en péninsule ibérique, Espagne et Portugal. Vous avez une autre voie qu'on appelle la voie, on va dire entre guillemets, plus atlantique, qui est une voie de migration qui arrive par le nord de la France. Ce sont tous les oiseaux qui arrivent en automne des pays scandinaves, qui vont arriver en France plutôt par le nord et se répartir en hivernage sur une partie du territoire national et en se concentrant quand même préférentiellement sur le sud-ouest du territoire. En sachant qu'il n'y a pas non plus des limites parfaitement établies entre ces deux populations. Il y a probablement des systèmes de vases communicants. Difficile de dire pour l'instant de quelle ampleur. Il faut savoir aussi qu'en termes de chronologie de la migration, les premiers oiseaux à arriver et à survoler le territoire sont ceux qui arrivent par l'est. Vendredi 15 octobre, après une semaine de voyage depuis le sud de la Pologne, la balise Argos de Grosso, notre pigeon ramier informateur que l'on suit depuis sa capture, signale sa présence sur le territoire français. On est sur le site du défilé du Fort l'Écluse. C'est un site qui est suivi principalement pour les rapaces, mais aussi pour les pigeons ramiers. Au mois d'octobre, il y a le passage des pigeons ramiers. C'est un site qui, il y a 40 ans, voyait passer probablement plusieurs millions de pigeons ramiers, alors qu'à l'heure actuelle, les bonnes années, on est à 200 000. En réalité, ce qui se passe, ce n'est pas une baisse des populations de pigeons ramiers, parce que l'espèce est florissante au niveau européen, elle est même plutôt en augmentation. On va dire que la partie de population qui avait dans ses gènes la migration, elle a fortement diminué
Donc ce n'est pas un problème de diminution d'espèces, c'est un problème de diminution d'une partie de cette population qui, elle, était migratrice au détriment d'une population qui est sédentaire. Après le fort L'Écluse, nous suivons l'axe migratoire vers les monts du Forez pour aller sur le col de Baracuché. Avec ses 1256 mètres d'altitude, le col est l'un des meilleurs points d'observation du Massif central. Son orientation idéale, nord-est-sud-ouest, le place à l'automne exactement dans la direction du vol des oiseaux, quand la météo ne vient pas perturber le passage. La météo joue un rôle très important lors de la migration des oiseaux. Pour déjà le fait d'avoir soit des vents favorables ou défavorables qui permettent de faire des trajets plus ou moins longs dans une journée. Et aussi voilà, des conditions comme la neige, le brouillard, la pluie qui empêchent la migration de se faire et du coup voilà, obligent les oiseaux à se poser et à attendre des conditions meilleures pour la migration. Le col de Baracuché était réputé donc il y a 30-40 ans comme un col où le passage du pigeon ramier était très important. Donc ici c'était vraiment des nuages de pigeons qui passaient le col au mois d'octobre. Selon les anciens, il y avait même les bois qui devenaient tout gris de pigeons quand on venait le soir et qui venaient se poser pour passer la nuit dans les hêtres. Et depuis plus de 20 ans, on s'est aperçu donc, lors des comptages que le pigeon ramier migrait de moins en moins à Baracuché. Et donc la dernière année où il y a eu un beau passage de pigeons ramiers, c'était en 1992, où il y a un peu moins de 200 000 pigeons en migration qui ont été comptés. Et donc voilà, depuis 1992, ça ne cesse de diminuer pour arriver, par exemple, l'année dernière, nous avons compté un peu plus de 10 000 pigeons en migration. La diminution est difficile à expliquer. En tout cas, cette voie de passage est en train de disparaître. Là, le pigeon ramier ne migre quasiment plus par Baracuché. Donc après, les hypothèses sont un changement de voie de migration. Donc ça veut dire que peut-être que la voie de migration s'est décalée plus vers l'ouest. On voit que de l'autre côté du massif central, les passages de pigeons ramiers sont encore importants. Il y a aussi le phénomène de sédentarisation des pigeons ramiers. Donc leur population passe de plus en plus l'hiver dans les régions plus au nord de Baracuché, fait qu'il y a moins de pigeons qui passent par le col. Bonsoir à tous, Radio Palombe en ce jeudi 21 octobre. On va commencer comme on le fait par la météo avec aujourd'hui, vous l'avez vu, du beau temps. Demain matin, donc à mi-chasseur, un temps nuageux. Ensuite, ça se lève puisque l'après-midi c'est du soleil avec un vent d'est, température un petit peu estivale encore de 14 à 17 degrés. Alors on va commencer par le comptage. Arnegui 45 180, Banca 67 850, Sarre 128 000 et Urugne 222 000. Voilà donc le premier gros passage. On espère qu'il y en aura d'autres. 463 000 palombes comptabilisées aujourd'hui par le GIF. Donc depuis le 15 octobre, on a fait le total. C'est 640 000 palombes comptées depuis donc 8 jours. Cela fait plusieurs jours maintenant que de grandes bandes de grues barrent l'horizon bleuté des montagnes pyrénéennes de leur élégante chorégraphie. Il doit faire froid dans le nord de l'Europe. En éclaireuse, elles passent les cols basques et annoncent la grande migration d'automne. Les palombes vont donc descendre. Et elles arrivent. Par petites volées au début, les premiers jours de Frima, quand le ciel est encore bouché là-bas sur la montagne. Le temps est déjà temps de Toussaint, ciel gris et bas, froid. Les plus âgés assurent le cap. Avec l'expérience des voyages, elles transmettent aux plus jeunes l'orientation la plus sûre, car le brouillard s'accroche. Il s'agit de retrouver les cours d'eau, les montagnes et les vallées jadis survolées,
sans oublier de passer à hauteur respectable au-dessus des zones où les années précédentes, elles ont essuyé des tirs nourris. Ou bien se détourner prudemment d'un secteur jalonné de pontières, ces redoutables filets verticaux où quelques-unes de leurs congénères ont déjà laissé des plumes. Ici, dans les montagnes pyrénéennes, chaque vol est soumis à un droit de passage payé fort cher. Et pour les pigeons ramiers, traverser les Pyrénées relève du combat. Lorsque le ciel bleu émerge au-dessus des sommets blanchis par la première neige, plusieurs centaines de milliers de palombes, semblables à gros seaux, déferlent alors sur les cols du Pays basque, qui joue le rôle d'entonnoir géographique lors de ce grand exode automnal. Depuis 1999, le GIFrance effectue des comptages sur les cols pyrénéens sur 4 postes d'observation qui sont situés sur Arnegui, Banca, Sarre et Urugne. À chaque poste, nous effectuons des comptages des oiseaux, du nombre de vols, des heures auxquelles ces vols passent, et ensuite, en fonction de, nous notons la météo, les conditions météo particulières de la journée, et toutes ces données nous permettent de sortir une tendance de l'évolution de la migration des pigeons ramiers sur cet axe-là. Ah oui, là-bas j'en vois un en face, au-dessus du... il va passer dans le bleu. Au cours des dernières années, nous avons observé donc la migration s'effectuait sur des temps très courts, par des gros vols concentrés, sur une période qui se situe toujours entre le 20 octobre et début novembre. Autrefois, la migration s'effectuait sur un temps beaucoup plus long, par petits vols, dès le matin, sur la journée, et sur une période d'un mois à un mois et demi. L'an dernier, donc, on a observé que la migration s'est effectuée lorsque le créneau météo s'est levé, à savoir dans la dernière quinzaine de novembre. Cette période-là était quand même relativement tardive pour la migration. Nous n'avons dénombré qu'un petit million d'oiseaux, alors qu'habituellement c'est le double. Tous ces pigeons ramiers qui traversent tant bien que mal les Pyrénées finissent leur grand voyage dans le sud de la péninsule ibérique, où se trouvent déjà les oiseaux qui les ont précédés. La zone d'hivernage principale se situe dans le sud-ouest de l'Espagne, dans la Sierra Morena et dans la région de Caceres, ainsi qu'au Portugal dans la région d'Evora. Là, ce sont près de 4 millions d'oiseaux qui fréquentent presque exclusivement ces vastes pâtures en sous-bois de chêne-liège, de chêne vert et de pin. Durant cette période, qui va durer de novembre à mars, le pigeon ramier se montre très grégaire, tant sur les zones de nourrissage que sur les dortoirs où peuvent se rassembler plusieurs centaines de milliers d'individus. Jusqu'à ces dernières années, le sud de l'Espagne et du Portugal accueillait l'essentiel des pigeons ramiers originaires du nord et de l'est de l'Europe. Mais aujourd'hui, les comportements ont changé. En effet, la balise de Grosso nous informe que l'oiseau n'a pas traversé les Pyrénées comme nombre de ses congénères, qui prennent maintenant leur quartier d'hiver dans le sud-ouest de la France. Ils sont assurés du gîte et du couvert pendant une bonne partie de la saison froide.
Il y a plusieurs facteurs qui sont liés à l'hivernage important dans le sud-ouest de la France. Donc des conditions climatiques relativement favorables en hiver, puisqu'on n'a pas d'hiver très très rigoureux. Donc ça c'est l'un des premiers aspects. Le deuxième aspect vient essentiellement donc, de la nourriture qui est apportée par les chaumes de maïs, qui constituent une grosse base de l'alimentation des palombes en hivernage, et du fait aussi que les chasseurs ont mis en place des zones dortoirs et des zones de quiétude, où les oiseaux peuvent aller se reposer à la tombée de la nuit. Les fédérations des chasseurs du sud-ouest ont mis en place donc, des comptages qui ont lieu sur la région Aquitaine et Midi-Pyrénées et qui ont pour but de recenser les oiseaux qui sortent des zones dortoirs le matin ou parfois le soir. Il y a une jolie volée qui rentre là. Une belle écharpe, comme on les aime. Bien étendu, ça vient de loin. On a plus de 5000 oiseaux là. Bon là ça y est, c'est parti là, ça rentre. Je vais regarder si ça n'arrive pas de la plaine. Ouh là là, ceux qui arrivent de la plaine là, terrible. Ah, des belles brouilles. Magnifique. Ah, on va se régaler. Hop. Bon, c'est bon, ça va se poser devant nous là, impeccable. Encore là-bas ça arrive. Ouh là, ça va être dur là ce soir. On va avoir un sacré comptage je crois. Ouh là là, terrible. Ouh, encore des grosses volées qui arrivent. Encore une volée là. Oh, tout se relève, ça y est. Oh là là, terreur. Alors on va comprendre comment les gens du sud-ouest attrapent la maladie bleue. Regardez cette féerie. On a une réserve qui n'est pas très importante en superficie et où les oiseaux se concentrent, se multiplient, se concentrent. Et à force, il y en a beaucoup et elles s'affolent et après elles se reposent. C'est la première fois que cette réserve est aussi fréquentée. Au mois de novembre, on a compté 110 000 oiseaux sur cette réserve, au premier comptage qu'on a effectué. Et là, je vous dis, aujourd'hui, là, on va être, je pense, proche presque pratiquement des 200 000 oiseaux. Donc une très grosse réserve. C'est impressionnant ce soir, incroyable. Magnifique. Régalez-vous les yeux. Regardez, il y en a autant en vol que posé. Regardez ça, dans le coucher de soleil, c'est quand même un spectacle fabuleux. Magnifique, ça, il n'y a pas d'autre mot. En fonction des hivers, on peut avoir des chiffres qui varient de l'ordre de 600 000 à plus de 1 million d'oiseaux sur l'ensemble du sud-ouest de la France. La répartition de ces oiseaux, elle est essentiellement constituée par deux départements, qui sont le département du Landes et le département du Gers, qui représentent en fonction des hivers 60 à 80% de l'hivernage du sud-ouest de la France. Et ensuite des oiseaux qui sont répartis dans les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, donc on en a même jusqu'en Dordogne. Et donc on essaye de suivre et de mettre un réseau de plus en plus important pour essayer de suivre même sur l'ensemble du territoire français le nombre d'oiseaux qui hivernent. Si désormais il est avéré que le sud-ouest de la France concentre de grandes populations de pigeons ramiers en hivernage, il est nécessaire de connaître ici aussi le parcours des oiseaux lors des migrations et de savoir s'ils reviennent sur ces sites en hiver. L'équipe de techniciens se prépare alors à les capturer pour le suivi scientifique avec une méthode pour le moins étonnante. Pour capturer les oiseaux, nous utilisons les pentes traditionnelles utilisées pour la chasse dans le Grand Sud-Ouest. Et plus récemment, on a réalisé un système de canonnettes, donc c'est un grand filet qui simule la pente, mais à plus grande échelle, avec un système de filet projeté par des canons avec de la poudre noire.
On capture de nombreux oiseaux sous ces filets puisqu'ils font 75 mètres par 25. Une partie de ces oiseaux donc, sert pour notre programme de bagage où nous les baguons sur ce site. Et nous utilisons en fait ce système pour sélectionner quelques oiseaux pour les équiper avec ces balises Argos solaires. Ouais, Jean-Pierre. Thomas, il arrive un gros vol là d'oiseaux, là, ça devrait être bon. Elle commence à tourner en face de l'église. Elle plonge, les premières vont se poser en face du grand filet. Il y en a un paquet sur les gros chênes, juste au bord du filet. Elles bougent, elles veulent descendre. Elles n'arrêtent pas de s'avancer vers le sol, c'est sûr qu'elles vont descendre. Et ça commence à descendre. Ça descend bien. 2, 3, 4. Ça commence à descendre là, c'est bon ça. 5, 6. Tiens-moi ça. Compte. Putain, t'as encore l'avion qui revient. Et puis en plus il va encore passer ici dessus. Ça va pas louper. Ah ouais. Mais voilà, tout redécolle encore, c'est pas possible. Et ça y est, tout a redécollé. Ça, elles reviennent toutes, elles se reposent. Ça y est, ça se repose. Elles ont vraiment faim pour revenir ici. Et elles se reposent toutes sur la bordure du filet. Elles veulent vraiment venir descendre pour manger, c'est sûr. Elles se font peur entre elles. Ça revient. C'est sûr qu'elles vont descendre. Il faut attendre qu'il y en ait une. Dès qu'il y en aura une qui descendra, les autres vont suivre. Ça y est, il y en a une. Il y en a une qui se décide. Ça y est, elle est sur le sol. Oh putain, non, c'est pas vrai, on a un chevreuil qui arrive. Oh putain, il est en plein sur les filets, au milieu des palombes. Ah ouais. Allez, il est au milieu des filets, alors qu'il y a les palombes qui continuent à descendre. Oh putain, c'est pas possible, je peux pas fermer. Non, je vais tout bousiller. Non, ça va nous faire louper les palombes. Mais on n'est pas couillu, mais on n'a pas de cul, je te jure. Regarde le paquet qui arrive en plus. Là, il y en a des palombes. Jean-Pierre qui m'appelle. Les gens voient qu'ils descendent, elles descendent où là? Elles ne descendent pas sur le filet, il me semble pourtant que c'est bon. Qu'est-ce que tu fous? Ouais, non, je peux pas parce que on a un gros paquet d'oiseaux qui est posé tout autour du filet. Ça descend bien, mais j'ai un chevreuil qui s'est pointé là, juste quand ça commençait à descendre. Et il est un peu au milieu des filets, ce con. Et là, je peux pas fermer, quoi. Je peux pas fermer, je suis obligé d'attendre qu'il sorte. Alors tu verrais ça. Le chevreuil, l'avion, je sais pas si on va y arriver. Voilà. Là, elles sont bien positionnées, elles sont au bord des filets. Normalement, ça devrait descendre sans tarder. Elles commencent à s'approcher. Ça y est, ça descend, c'est parti. Ça descend, elles descendent comme des pierres, elles ont vraiment fait. On en a une dizaine au sol déjà. Ça descend, ça continue. C'est bien parti. Quand ça reste cadence, là, c'est qu'elles ont fait. Puis en plus, elles prennent confiance sur le sol. Là, elles ne s'occupent pas, elles sont en train de manger. Là, ça descend. Je dois en avoir une trentaine déjà. Toutes regroupées. En plus, elles sont bien placées, elles sont sur le milieu, ça va. Là, ça va être bon. Je vais commencer à
Là, ça y est, il y a un temps d'arrêt. On doit en avoir autour d'une centaine, il y a eu un temps d'arrêt. Là, ça descend plus. Là, il va falloir que je fasse péter. Allez, on y va. Allez, go. Ouais, rapplique. Rapplique. Allez hop. Rapplique, j'ai fait péter. Bon, il y en a peut-être une, ouais, mais bon. On aurait pu faire mieux. Arrive. Il y en a une avec une bague. On va la regarder dessus. EA64 571. C'est pas mal au droit, mais... Non. Une fois ces oiseaux capturés, on procède donc à des mesures biométriques classiques sur l'oiseau. Donc on prend la taille de l'oiseau, on prend son poids, la mesure de l'aile. C'est un 140. Ces oiseaux sont ensuite équipés d'une bague unique, donc qui nous permet de le suivre lorsqu'il est recapturé, de savoir où il a été. Et une partie de ces oiseaux qui ont été capturés dans ces filets vont nous servir en fait pour leur poser cette balise Argos. Bon, on y va, Jérôme? Ouais, c'est bon, ouais. Allez, on va aller équiper les oiseaux, on va se mettre à l'extérieur là-bas. On fixe ensuite cette balise à l'aide d'un harnais en téflon que l'on fixe sur l'oiseau. Elle le porte en fait comme un sac à dos avec l'antenne qui dépasse par derrière et qui permet ensuite, lorsque l'on relâche cet oiseau, de suivre en temps réel ses positions sur le terrain. 18 grammes, c'est ça. Ouais, c'est vrai, on a suffisamment de ruban en fait pour... La technique des balises Argos nous permet de repérer de façon irrévocable le parcours d'un oiseau en migration. Donc toutes ces données sont irréfutables et nous permettent, au vu des premiers résultats, de bousculer pas mal les idées reçues sur la migration transpyrénéenne des pigeons ramiers. La première grosso qui a été balisée en 2009 au sud du Portugal, qui est partie donc au sud de la Pologne, elle a niché là-haut. Elle est redescendue chez nous, dans le sud-ouest de la France, et plus précisément en Dordogne. Donc on constate que cet oiseau-là, balisé au Portugal, n'a pas, au cours des 2 dernières années, retraversé les Pyrénées. Donc ce qui remet en cause des idées reçues par rapport aux oiseaux migrants et qui traverseraient de façon systématique les Pyrénées. Nous avons un autre exemple avec Anisa. Anisa est une palombe tout à fait particulière, puisque finalement, elle est restée sur son lieu de nidification durant tout l'hiver, malgré le froid, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Elle a sauté donc une migration, et c'est quand même exceptionnel parce que ça démontre que finalement, quelque chose qu'on ignorait, c'est que les oiseaux ne migrent pas systématiquement tous les ans. Et nous avons pu constater sur ces oiseaux-là que certains donc migrent la nuit, notamment Anisa. Nous l'avons trouvée à 23 h sur le golfe de Gascogne. Que faisait-elle là ? Certains disaient que les oiseaux ne migraient que le jour. Bon, mais là, on confirme que les oiseaux passent la nuit. C'est des oiseaux qui viennent en supplément des recensements qui peuvent être faits au niveau des oiseaux qui passent le jour. Donc là, on remet en cause aussi les idées reçues par rapport à la migration. Allez, donc Grindola, c'est ce code. Hein. Ok. Allez. Alors tu vas nous expliquer, Arnaud. Là on a Toulouse, nos localisations, donc on vient de recevoir, elles sont ici. Vendredi 8 juillet. Au grand étonnement de l'équipe de suivi, Grandola, cet oiseau équipé au mois de février au sud du Portugal, se retrouve en pleine période de reproduction dans les plaines agricoles aux environs de Toulouse. Donc il faut y voir donc dans cette zone-là, quoi. Ouais. Allez, on est parti. Il vient démentir à son tour l'idée selon laquelle les oiseaux qui passent l'hiver au sud de l'Europe retournent systématiquement se reproduire en Europe centrale.
revenu toujours là? Oui, on a le signal dans cette zone. Ah oui, oui, il y a des oiseaux là. Ça n'a pas l'air très loin. Hein. Ah, il y a un petit groupe là-bas, ouais. Ah, ouais, je les vois bien, ouais. C'est à la direction? Ouais, un petit peu. Après 4 heures de recherche et plusieurs tentatives pour localiser notre palombe, l'équipe des techniciens parvient enfin à repérer le signal de la balise avec le récepteur télémétrique. Reste alors à la trouver parmi les autres pigeons ramiers. Notre seule chance là pour voir la balise, c'est si elle descend dans le champ. Je l'ai. Ça y est, je la vois. Tiens, vas-y, prends-la. Tu vois la balise, on voit une tache noire sur le dos. Ouais. Ça fait un volume. On voit pas bien la balise, mais ici on voit l'antenne qui part. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, 10 minutes après. Ah oui, je l'ai, ouais. C'est bon. Regarde, c'est bien là quoi. C'est ça. Putain, c'est bon. C'est discret. Hein. Ah oui, putain, ça. C'est tu Ouais. vois la jumelle. Ah ouais, ça y est, ouais, là je la revois bien là. Oui, Je la vois là. Il y en a une toute seule. Ah oui. Derrière la branche d'acacia. D'accord. Ouais, c'est ça. Elle est en limite avec le champ et la haie là. On voit le noir de l'antenne, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Regarde, elle mange là. Oh là là, là on voit bien. Ah ouais, elle est dans le groupe là. Ouais. Elle a un très joli plumage. Elle est belle là. Ah oui. Ah oui, elle s'alimente bien là. C'est un champ de colza là. Ouais, c'est un champ de colza là. En tout cas, elle a l'air d'aimer ça. Bouh, qu'est-ce qu'elle mange. Là, on la voit bien la balise. Je sais pas si vous la voyez bien. Là, on la voit bien. On voit le marron là de la balise. Je ne sais pas si on voit les capteurs solaires peut-être dessus là, un peu plus noir là. Qu'elle se tourne un peu. On dirait que ça fait une tache noire comme ça. Oui, c'est ça. Ouf, bravo Arnaud, dis donc, c'était pas évident de trouver. Non, tu vois, la direction était super bonne là, c'est ça, direction. Vous avez indiqué quoi. Bon, ben on va l'observer, on regarde bien tout ce qui se passe. Pour le pigeon ramier, en période de reproduction, initialement, l'espèce était surtout présente dans la moitié nord du territoire. Et puis, elle a constamment renforcé son abondance, elle a colonisé de nouvelles régions. Elle est en train de terminer de coloniser tout ce qui manquait. Et actuellement, il est en train de terminer la colonisation de tout ce qui est le pourtour méditerranéen, tout le sud-est de la France, et également Midi-Pyrénées et Aquitaine, où bon nombre de personnes peuvent constater que d'une année à l'autre, on voit progressivement le nombre d'oiseaux en période de reproduction augmenter. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, la ressource alimentaire est si importante que les oiseaux ont changé de stratégie. Désormais, ils sont présents toute l'année comme nicheurs, migrateurs et hivernants. En France, comme partout en Europe, l'industrialisation de l'agriculture qui a redessiné la campagne jusqu'aux abords des grandes agglomérations a ouvert des possibilités considérables aux pigeons ramiers. Il a su s'adapter à la proximité de l'homme et ce changement de comportement l'a amené à coloniser les villes. L'exemple de Paris est à cet égard spectaculaire. Paris est vraiment un milieu intéressant parce que c'est vraiment l'exemple spectaculaire de ce phénomène d'urbanisation du pigeon ramier. Tout le monde a pu constater maintenant, lorsqu'on va à Paris, c'est le nombre incroyable d'oiseaux qu'on peut voir dans Paris en se promenant dans les boulevards ou sur les différents parcs. Il est presque aussi présent que ce qu'on appelle le pigeon de ville, le pigeon bisé. Et donc on voulait vraiment mettre en place un suivi dans Paris intramuros pour essayer de voir comment fonctionnait cette population, puisque c'est quand même très particulier. C'est un endroit où vous avez sur place aucune zone pour s'alimenter, et pourtant il y a plein d'oiseaux qui s'installent. Donc on voulait reproduire ce qu'on en a fait au niveau national, c'est-à-dire pouvoir voir quel était le succès reproducteur de ces oiseaux parisiens, où est-ce qu'ils allaient s'alimenter, etc., comment ils fonctionnaient. On a mis en place 4 sites d'études sur différents parcs, que ce soit le Palais Royal, la Pitié-Salpêtrière, les Tuileries, sur lesquels on suit chaque année les nids, leur succès reproducteur, et on procède au bagage des jeunes. Là, ici, t'en as un. Là, c'est première ponte avait été prédatée. Là, encore, on a le nid, là, regarde, il y a de nouveau un œuf. C'est génial parce que la semaine dernière, on a eu des œufs qui ont été prédatés là, sur ce nid-là. On a à peu près 60 à 70% de prédation sur ces nids par les corvidés.
Donc, dans le cadre du suivi des colombidés avec l'Office de la chasse et de la faune sauvage, nous effectuons donc 2 suivis par semaine, de façon d'une part à suivre les nids, d'autre part à regarder la reproduction et ensuite le bagage avant en vol. Longueur tête-bec, 57,26. Exclusivement sur Paris, nous avons mis en place donc, des marques à l'air, ce qui nous permet donc, de suivre ces oiseaux vraiment de très près, de faire de l'observation visuelle, ce qui nous a permis notamment l'an passé de marquer un oiseau sur Palais Royal, avec donc, des codages alphabétiques. Et il s'avère que cette année, je l'ai retrouvé au même endroit en train de se reproduire. On va utiliser cette opportunité pour étudier ce qu'on appelle, dans le jargon scientifique, la productivité. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir lorsqu'un oiseau se reproduit sur place, combien de fois il va essayer de se reproduire au cours de la saison, combien il va arriver à produire de poussins en moyenne au cours d'une saison. On peut répondre à cette question grâce à cette technique parce que sinon, lorsque vous avez un oiseau bagué, vous ne pouvez pas le recapturer. Même si vous voyez cet oiseau revenir sur le nid plusieurs fois au cours de la saison, rien ne prouve que c'est le même individu. On le soupçonne fortement, mais on ne peut pas le prouver. Alors qu'avec des marques à l'air, on peut répondre à cette question. Et bien Paris, de ce côté-là, nous permet de travailler sur ce sujet. Pas ceux qu'on a bagués la semaine dernière, ça? Si, c'est ceux qu'on a bagués. T'as AR qui est à l'extérieur du nid. Bon, par contre, attends. Petit frère, je le vois pas. Tu le vois, toi? Attends, où est l'autre est dans le nid? Ouais. Ah, ils sont là. Alors. Ils sont là tous les deux. Impeccable. AP. Donc AP AR. Ouais, c'est ça. Il y a une assez grosse densité puisqu'on observe que sur à peu près 450 arbres de présence sur le site du Palais Royal, nous avons quasiment un nid tous les 2 arbres. Ce qui représente quand même une assez grande densité d'oiseaux. On a pu mettre en évidence ce succès reproducteur qui est vraiment spectaculairement plus élevé que dans les autres habitats de reproduction, que ce soit l'habitat forestier ou l'habitat agricole. Il peut y avoir 2 facteurs qui ont agi mutuellement pour expliquer ce phénomène d'urbanisation des oiseaux. Tout d'abord, les oiseaux, en arrivant en milieu urbain, ont pu trouver des zones dénuées de prédateurs. Donc c'est très intéressant pour la production. Il faut savoir que le pigeon ramé est une espèce éclectique, hein, que ce soit en termes d'alimentation ou de site pour la nidification. Donc il peut s'adapter à un grand nombre de contextes. Donc le contexte urbain lui pouvait lui convenir. Et puis il fallait voir qu'en même temps, simultanément, autour des grandes zones urbaines sont apparues des grandes zones agricoles. Et donc c'était un véritable restaurant à ciel ouvert. Donc ils avaient à la fois le gîte en milieu urbain et juste à côté le couvert pour se nourrir. Alors comment fonctionne cette population parisienne? Est-ce qu'elle a le même comportement que les autres populations? Ou est-ce qu'elle a vraiment des différences? Est-ce que ce sont des oiseaux purement sédentaires? Parce qu'à l'époque on ne savait vraiment rien. Ou est-ce qu'au contraire ils allaient aller très loin? Donc on a pu mettre en évidence qu'ils vont parcourir des distances assez importantes quand même pour aller s'alimenter en période de reproduction, puisque au minimum ils vont faire chaque jour 15 à 20 km pour quitter la capitale, aller s'alimenter et ramener de la nourriture pour les jeunes. Et ça, ils peuvent le faire même probablement 2 à 3 fois dans la journée. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier à Paris. Ailleurs en France, vous n'avez pas à faire de telle distance pour aller vous alimenter. Et ce qu'il est d'ailleurs intéressant de constater, c'est que cette colonisation des milieux urbains s'est fait plus rapidement dans les villes entourées de zones agricoles que dans les villes entourées de zones forestières. C'est assez intéressant ce statut du pigeon ramier parce que on voit que même culturellement parlant, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Parce que initialement, c'est vrai que le pigeon ramier en France était une espèce plutôt discrète, plutôt liée au milieu forestier, en faible densité. Et puis surtout, c'était une espèce pour la plupart des gens qui est un migrateur typique. Et puis progressivement, cet oiseau est devenu une espèce reproductrice commune, plus même considérée comme une espèce sédentaire pour bon nombre de personnes. Donc on a vraiment eu un transfert d'une espèce qui était considérée comme purement migratrice vers une espèce maintenant commune de nos jardins, presque on va dire, hein, puisqu'elle est présente dans tous les milieux et entre autres le milieu urbain. Donc la France fait vraiment partie maintenant de la population reproductrice européenne. Le pigeon ramier est l'une des rares espèces migratrices dont le statut de conservation n'est pas sujet à controverse. Les scientifiques estiment que la population totale européenne est de 57 millions d'oiseaux.
Et les effectifs s'accroissent encore et étendent leur aire de distribution tant vers le nord-est, en Russie, que vers le sud-ouest du continent, en France, et dans le sud de l'Espagne et du Portugal. Aujourd'hui, les programmes de recherche attestent que le nombre de migrateurs diminue et que de plus en plus d'oiseaux s'installent toute l'année dans des régions où leur présence n'était que saisonnière. Ils nous apportent la preuve des capacités d'adaptation du pigeon ramier dans un environnement de plus en plus modifié par l'homme. Loin des idées reçues, ces études nous montrent également qu'en dépit des 10 millions de pigeons ramiers prélevés chaque année à la chasse dans toute l'Europe, l'espèce est en constante augmentation. Par contre, les gens du Sud-Ouest peuvent s'interroger sur le devenir du pigeon ramier, leur fameuse palombe, l'oiseau bleu mythique qui traverse les Pyrénées chaque automne, et se poser la question de savoir s'il continuera à passer.